Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va normalement attaquer au troisième roman, c'est le dernier jour d'un condamné. C'est l'analyse du dernier jour d'un condamné. Alors, la première question qui se pose toujours à l'examen, quel est l'auteur? L'auteur, c'est Victor Hugo, bien sûr. Le titre, c'est Dernier jour d'un condamné. Le genre, c'est un, c'est un roman à thèse. Voilà. L'époque, c'est 19e siècle. Voilà. Pour normalement analyser le dernier jour, c'est pas facile, mais il faut faire beaucoup d'attention pour comprendre ce roman. Alors, le but de Victor Hugo, c'est abolir la peine de mort. Abolir, qu'est-ce que ça veut dire abolir? Izala. Izala al-i'dam. Donc, ici, normalement, ce roman, il a entré Victor Hugo dans le monde de la politique. Donc, il veut convaincre l'État et aussi il veut convaincre les lecteurs. Voilà. Pour le convaincre, il a utilisé le registre pathétique pour toucher le cœur des lecteurs à s'adhérer dans sa thèse qui est l'abolition de la peine de mort. Il a aussi veut convaincre l'État et il nous a apporté des arguments pour annuler cette punition. Parmi les arguments, il a dit que normalement, si vous tuez, ou bien si vous décapitez un condamné à mort, vous allez, normalement, s'il a une famille, vous allez tuer toute la famille. La femme devient veuve, les enfants deviennent orphelins, etc. Il n'y a personne qui va l'aider dans cette vie. Voilà, ils peuvent devenir des assassins ou bien des tueurs. Ou bien, voilà. Ou bien, le narrateur, deuxième argument, ou bien le narrateur est sans famille. Ici, Victor Hugo accuse la société parce que normalement, il n'y a personne qui veut l'aider, il n'y a pas un tuteur, voilà, et que c'est la société qui a normalement participé pour que le narrateur devienne, pour que la personne devienne un tueur. Voilà. Aussi, Victor Hugo, il a dit que cette peine est irréparable. Qu'est-ce que ça veut dire irréparable? Normalement, si le narrateur est innocent, on ne peut pas le faire revenir à la vie. Donc, c'est comme est arrivé en Amérique, il y a des condamnés à mort qui sont innocents. Voilà, voilà. Aussi, un autre argument, il a dit que cette peine est barbare. Nous sommes au 20e siècle, à 21e siècle, et cette peine ne mérite pas. Il faut changer cette peine. Elle est barbare. Voilà. Voilà ces arguments-là, donc, a obligé Victor Hugo à utiliser les figures du style, bien sûr, les registres, etc., pour amener le lecteur à adhérer à sa thèse qui est abolir la peine de mort. Voilà. Donc, il a aussi utilisé le schéma narratif. Le schéma narratif, normalement, il a il n'a pas cité la situation initiale, il a ôté la situation initiale, il a fait l'ellipse, on dit, il a fait l'ellipse de la situation pour ne pas raconter le crime. Et il a entré en catimini directement au fait à Bicêtre, la prison qui est à Paris. Voilà. Cette entrée directement au fait, cette entrer directement au fait s'appelle in media res. In media res, ça veut dire entrer directement dans les faits. Donc il a commencé par la prison de Bicêtre. Voilà. Et aussi, il n'a pas cité la solution. Voilà, donc la société n'a pas cité la solution. Il a amené le lecteur à réfléchir sur cette peine qui est normalement inhumaine. Voilà. Donc, aussi, normalement, il y a le problème de genre. Parce que le genre ici, normalement, un roman à thèse, il utilise la première personne, je. Et aussi, on a, comme le journal intime, il utilise la première personne. Mais il ne peut pas l'appeler journal intime parce qu'il n'y a pas les dates et aussi l'intervention de l'auteur. On n'a pas aussi utilisé l'autobiographie, on ne peut pas l'appeler autobiographie parce que l'autobiographie, il
parle de soi-même, mais il y a aussi normalement l'intervention de l'auteur, et on peut l'appeler aussi, on ne peut pas appeler aussi le monologue intérieur, parce que le monologue intérieur, il extériorise les sentiments de la personne, mais ici il y a l'intervention de l'auteur, donc c'est pourquoi on l'a appelé normalement roman à thèse. Voilà. Donc Victor Hugo, donc c'est le premier écrivain dans tous les genres, soit dans le théâtre, soit dans le roman. Voilà. Donc on va commencer par les chapitres. Donc les chapitres, normalement, il y a une question qui se pose par exemple dans le premier chapitre, situer le passage. Si on dit situer le passage, donc il était où le narrateur? Donc le narrateur ou bien le condamné était dans le tribunal. Dans le tribunal, et ils les ont ramenés directement à la prison de Bessâtre. Cette prison, les noms qu'ils nous donnent, la prison, c'est normalement, les noms de la prison, c'est exact, et ils sont à Paris, pour donner la vivacité au récit. Voilà. Donc, notre roman est divisé en 3 parties. La partie à Bicêtre, donc la prison Bicêtre, de 1 jusqu'à 22. Il y a aussi la conciergerie, de 22 jusqu'à 47, et aussi l'hôtel de ville. Et à la fin, la place de Grève, où ils vont normalement décapiter le narrateur par la guillotine. Donc, la guillotine, et là, une pure phrase, c'est la machine de malheur. Donc, s'ils ont posé une question, quelle est la périphrase de la guillotine, c'est une machine de malheur. Voilà. Donc, premier chapitre, il nous décrit, voilà, donc le narrateur qui est normalement dans la prison. C'est un jeune prisonnier, constamment vit avec l'idée de la mort. Donc, il est doublement enfermé. Moralement, il pense qu'à la mort, et aussi, normalement, le corps est dans la cellule. Donc, physiquement, il est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort, et se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Donc, ici, le narrateur, Victor Hugo nous montre la souffrance du narrateur qui est dans le cachot. On peut dire la cellule ou bien le cachot. On peut dire aussi le condamné, ou bien le captif, ou bien le prisonnier. Voilà. Donc, le champ lexical du prisonnier. Chapitre 2 de sa Lulu, le narrateur se souvient de ce procès, bien sûr. Il fait une rétrospection, comme l'autobiographie. Et le retour en arrière. Il pense, bien sûr, au procès au tribunal et de sa condamnation à mort. Et il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. Voilà. Chapitre 3, le condamné semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans sa vie, où tous les hommes sont des condamnés en sursis, peu importe ce qui lui arrive. Ça, il utilise l'antiphrase. Il dit qu'il n'a pas peur, mais normalement non. Tout le monde a peur d'être condamné à mort et d'être au présent. Chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre et décrit brièvement cette hideuse prison. Bien sûr, il commence par la description de la prison. Et la description, normalement, on peut dire qu'elle est défavorable, bien sûr, et négative. Voilà, donc le chapitre 4. Voilà, donc on va continuer pour les chapitres dans la vidéo prochaine. Au revoir, à bientôt.